Bonjour à tous ou rebonjour à tous, je vous propose qu'on commence. Donc je suis Laurent Perret, je suis chargé de mission projet innovant au pôle Aerospace Valley. Je suis votre contact privilégié pour tout ce qui est dispositif de financement national et régional. Euh, Monsieur Antoine Roux de la BPI nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour nous présenter le dispositif IDEMO, soutien aux projets structurants de R&D, donc qui est un outil de la BPI qui a été lancé il y a quelques mois déjà et qui est un outil très intéressant pour les projets structurants à grande dimension. Donc, il va nous le détailler. Concernant les règles de ce webinaire, on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Les micros vont être désactivés automatiquement, pour éviter les bruits de fond. Si vous avez des questions, il y a une petite icône, une petite bulle avec un point d'interrogation sur votre interface GoToWebinar qui vous permettent de lister les questions. Moi, je les reçois en direct. Ce qu'on propose sur nos webinaires habituellement, c'est qu'on laisse la présentation se dérouler. Aujourd'hui, elle va durer entre 15 et 20 minutes. Et à la fin de la présentation, je lirai les questions en essayant de les regrouper s'il y en a beaucoup, pour laisser aussi 15 à 20 minutes à Monsieur Antoine Roux pour y répondre. Du coup, Antoine, est-ce que je te laisse la main? On a ton micro qui est coupé, je pense. Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? De toute façon, tout va bien. C'est Vous bon. voyez mon écran. Oui, C'est bon? oui, c'est bon. Si tout le monde entend bien, je peux donc commencer. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci à Eric, Laurent, merci à Aerospace Valley pour l'organisation de ce webinaire et nous permettre de promouvoir donc l'appel à projet IDEMO que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, IDEMO, soutien aux projets structurants de R&D. Peut-être que certains connaissaient l'appel à projet PSPC. Aujourd'hui, IDEMO, c'est un peu sa version actualisée, sa version à jour. Donc, ça prend la suite de PSPC avec quelques nouveautés, on va le voir. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans le programme d'investissement d'avenir numéro 4. Et on va voir que parmi les objectifs visés par cet appel à projet, on reste sur les mêmes logiques qu'on a pu connaître sur le PSPC, c'est-à-dire le développement de services, de technologies, de produits à forte valeur ajoutée. Donc voilà, vraiment le développement de projets d'innovation dans sa partie R&D, avec l'idée d'avoir des retombées économiques importantes, directes ou indirectes, dans une filière industrielle, dans un secteur thématique en particulier. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment financer la partie R&D d'un projet d'innovation et c'est ouvert à toutes les thématiques, tous les secteurs industriels. Donc c'est quelque chose de voilà de très général et qui intéresse potentiellement beaucoup d'industries. Les grands objectifs, comme je viens de le dire, on a donc l'innovation de rupture, on a l'idée d'avoir des projets individuels ou collaboratifs. Ça, c'est une nouveauté importante, permettre à des entreprises de porter individuellement des projets de R&D et de les déposer, et également d'avoir des retombées économiques et commerciales importantes. Autre point important, parmi les projets collaboratifs, l'idée c'est d'avoir toujours ce lien entre des acteurs du monde de la recherche et des acteurs du monde de l'industrie, d'avoir des projets qui proviennent du monde de la recherche et de les transférer vers le monde économique industriel pour en avoir pour avoir des bouleversements et des conséquences importantes et positives dans un secteur industriel. On verra ensuite qu'il peut y avoir des articulations avec ce programme et d'autres programmes européens. Donc, on verra ça par la suite. Donc, je vais venir au type de projet attendu. Quels sont, on va dire, les prérequis pour pouvoir postuler à cette candidature l'appel à projet IDEMO. Comme je disais, on a deux types de possibilités, projet collaboratif ou projet individuel. Pour les projets collaboratifs, Je me permets de te oui, couper, on est toujours sur la page de garde. on est toujours sur la page de garde. Est-ce que vous... Je pense que tu es la slide 3. Ouais. Peut-être repartage. C'est bon là? Oui, on voit la slide 1, mais ça a bougé. Voilà, parfait, merci. C'est bon là? D'accord, ok. Donc, comme je le disais, les types de projets attendus collaboratifs ou individuels. Sur les projets collaboratifs, l'idée, c'est d'avoir une limite de 6 partenaires et de présenter au moins une PME ou une ETI avec la possibilité, on va dire, l'idée, c'est d'avoir des structures le plus diversifiées possible au sein des consortiums, donc rassembler des acteurs de recherche avec des PME et des grandes entreprises. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui est visé lorsqu'on parle de projets collaboratifs. La taille minimum des projets présentés lorsqu'on est en projet collaboratif, c'est de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est bien l'assiette de dépenses de votre projet. Ce ne sont pas l'assiette de demande d'aide.
c'est bien l'assiette de dépenses de votre projet. Également, un des prérequis, c'est le fait que ce soit porté par une entreprise unique, c'est pas un laboratoire de recherche, c'est bien une entreprise, quelle que soit sa taille. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de volonté de dire qu'il faut que ce soit porté par une grande entreprise ou quoi, c'est vraiment toute taille. Même une start-up peut postuler, peut être porteuse d'un projet. Et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, l'idée, c'est de viser des phases de recherche industrielle, des phases de développement expérimental préalables à la mise sur le marché. Vraiment pour voir quelle est la partie qui intéresse les dépenses pour les démos. C'est pas quelque chose d'amont, c'est pas quelque chose de trop recherche fondamentale, ni de trop commercial. C'est vraiment entre deux, c'est le pré-industriel. C'est vraiment les dépenses qui nous intéressent sur ces projets. On est sur des projets entre 3 et 5 ans. Donc, une assiette de dépenses qui s'étalonne entre 3 et 5 ans. C'est globalement plus ou moins les types de projets attendus dans leur durée. Concernant les projets individuels, c'est la même chose, à la seule différence que la taille minimum des projets, le guichet d'entrée, c'est 2 millions d'euros pour les projets individuels. Ça, ce sont les types de projets attendus. Concernant les dépenses éligibles et les taux d'aide applicables, un petit peu les conditions de financement, on va voir que sur IDEMO, vous avez présenté une assiette de dépenses. Cette assiette de dépenses, on va en retenir une partie. On va appeler ça l'assiette de dépenses éligible. Cette assiette de dépenses éligible, elle va varier selon plusieurs critères. Elle sera plus ou moins grosse en fonction déjà de la taille de l'entreprise. Au plus l'entreprise est petite, au plus cette assiette de dépenses pourra être élargie. C'est vraiment cette logique. Les entreprises ont, on va dire, une assiette large, alors que les grandes entreprises ont ce sera moins large pour une grande entreprise. C'est une logique assez classique. Ensuite, on va voir que cette variation de l'assiette, du taux d'aide, va différer en fonction des catégories de dépenses. Si vous êtes sur des dépenses davantage de recherche industrielle, l'assiette sera plus large que vous êtes sur des dépenses de développement expérimental. Concernant les dépenses éligibles, il faut savoir que elles sont assez larges. À partir du moment où vous avez vos dépenses de R&D, toutes les dépenses, on va dire, globalement, qui rendent votre projet de R&D sont éligibles. On a donc des dépenses de personnel, on a des dépenses de sous-traitance qui vont jusqu'à 30% maximum de votre projet. On a des contributions aux amortissements, des frais de mission, des frais connexes. Voilà, donc tous ces coûts-là entrent dans les dépenses éligibles. C'est assez large à partir du moment où vous devez mener votre projet de R&D. Les dépenses sont assez ouvertes. Concernant les acteurs de recherche ou collectivités locales, on a deux options d'aide. On a une option à 50% des coûts complets, c'est-à-dire que un remboursement en subvention uniquement à 50% des coûts complets, ou alors l'option de 100% des coûts marginaux, c'est-à-dire que ce sont les coûts qui sont essentiels dans la mise en place du projet de R&D, les coûts additionnels dans la mise en place de votre projet, et donc là, ils sont pris en charge à 100% des coûts marginaux. Voilà globalement, donc également un point important qui est intéressant dans le cadre de notre webinaire, c'est qu'une majoration est possible via une labellisation par un pôle de compétitivité. Un pôle de compétitivité, ça va apporter plusieurs garanties, des garanties sur la pertinence et sur la qualité du projet, qui sont forcément, qui portent une attention particulière aux yeux du comité de pilotage. Le comité de pilotage, en voyant une labellisation, et voilà, c'est un bonus, on va dire, au niveau de la pertinence et de la qualité du projet dans son étude, mais aussi possiblement une majoration de ces taux-là, une majoration de ces taux d'aide. Donc, ce n'est pas automatique, mais c'est une possibilité ensuite qui est discutée par le comité de pilotage. Voilà, je passe sur cette aile, on verra s'il y a des questions là-dessus. Pour la suite, pour les modalités de financement, donc on a vu qu'on avait des taux d'aide qui étaient plus ou moins gros, des assiettes de dépenses qui étaient plus ou moins larges. Sur les taux d'aide, on a deux possibilités. On a de la subvention et de l'avance récupérable. Cette proportion, elle va varier, comme je le disais, elle varie en fonction des types de dépenses. Elle sera l'assiette de dépenses, l'assiette d'aide, le financement sera plus important en subvention si on est sur des projets majoritairement orientés en recherche industrielle, et ce sera davantage d'avance récupérable si on est plutôt sur du développement expérimental. En tout état de cause, il y a une majorité de subventions, c'est au moins 60% de subventions. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est vraiment à retenir dans le cadre de cet appel à projet, c'est que la partie subvention est plus importante que ce qui pouvait exister, par exemple, sur le PSPC avant. Donc, on est au minimum à 60% de subvention et on peut aller jusqu'à un taux maximum de 75% de subvention en fonction un petit peu de l'orientation des projets. Concernant justement cette forme d'aide et cette mise en place et le versement de l'aide, c'est quelque chose qui sera vu par la suite lors de la contractualisation qui se fait avec BPI France.
La contractualisation, elle définit les échéanciers, les modalités de versement, les modalités de retour à l'état des avances récupérables. Voilà, les conditions de versement, c'est vraiment tout un suivi qui est inscrit dans votre contrat. Et lorsque vous êtes en relation avec l'équipe qui va mettre en place ce contrat-là, vous aurez toutes ces précisions sur comment se verse l'aide et comment elle se déroule. Donc voilà, c'est très encadré. En tout cas, c'est fait pour qu'il y ait, voilà, pour que l'entreprise, notamment dans le cas d'avances récupérables, n'ait aucune difficulté sur ses retours de financement. Je fais un petit point rapide sur la différence entre IDEMO et IDEMO Europe. On a vu qu'il y avait des articulations possibles avec des appels à projets européens. Dans le cadre d'IDEMO, IDEMO peut être un financement complémentaire d'appels à projets européens pour lesquels vous êtes déjà financé. Mais ce complément se fait pour un projet, par exemple, se fait sur une assiette de dépenses distincte. C'est-à-dire que vous avez un appel à projet pour lequel vous êtes financé, un projet pour lequel vous êtes financé par un programme européen. Vous souhaitez un complément via IDEMO, ce complément intervient sur une assiette de dépenses distincte. Si vous souhaitez un financement sur une assiette, on va être sur la même assiette, il va falloir passer par l'appel à projet IDEMO Europe. Vous verrez dans le cahier des charges que l'appel à projet, il y a un autre cahier des charges qui s'appelle IDEMO Europe. C'est la même façon de candidater, sauf que vous mentionnerez que c'est IDEMO Europe, donc c'est un circuit un peu particulier. Et donc pour IDEMO Europe, si vous souhaitez postuler pour la même assiette de dépenses que pour laquelle vous avez déjà un financement européen, c'est un processus de sélection qui se fait vraiment de manière concomitante avec votre dépôt européen. On y reviendra si vous avez des questions à ce sujet-là, et vraiment distinguer ces deux points. IDEMO Europe, c'est la même assiette de dépenses. IDEMO, c'est une assiette de dépenses distincte. C'est vraiment la principale information. Au niveau des critères de sélection, il y a quelques critères on a parlé d'éligibilité, comment on postule. Maintenant, on voit qu'est-ce qui va vous permettre d'être sélectionné, présélectionné et d'être sélectionné. Il y a plusieurs points vraiment essentiels à retenir. Le premier, c'est vraiment le caractère innovant du projet. IDEMO vise à financer des projets à forte valeur ajoutée, des innovations de rupture à forte valeur ajoutée. Et vraiment, c'est un point essentiel, c'est l'innovation. À quel point voilà, ça a un impact important sur un secteur industriel. C'est le principal critère de sélection. Ensuite, on a autre chose. C'est cette innovation, il faut qu'elle soit adossée à un modèle économique important. Donc, quels seront les impacts économiques de votre projet? La qualité du modèle, sa robustesse, ses marchés potentiels, on va dire. Comment vous offrez des certitudes par rapport à cette innovation? Autre point, si vous êtes en consortium, la qualité du consortium, sa complémentarité, la répartition des tâches, l'équilibre, la gouvernance de ce consortium-là. C'est quelque chose qui sera évalué, évidemment, si vous êtes en projet collaboratif. Un autre point important, évidemment, qui prend de plus en plus d'ampleur à l'heure actuelle, c'est la performance environnementale et l'impact sociétal de votre projet. Vous n'échapperez pas, si vous entrez en audition, à des questions sur quels sont les impacts environnementaux de votre projet, comment vous prenez en compte ces enjeux-là. Donc ça, c'est un point de sélection qui est particulièrement attendu à l'heure actuelle. Également, un autre point de sélection qui va être important, c'est la cohérence entre la situation financière de l'entreprise, de l'entreprise qui porte le projet, et l'importance des travaux engagés. C'est-à-dire qu'on va regarder la capacité financière de l'entreprise à mener à bien ce projet, c'est-à-dire sur plusieurs années, on va regarder s'il y a une bonne cohérence entre le projet dans lequel vous souhaitez vous engager et votre capacité financière à le porter. Donc, on va regarder, par exemple, les fonds propres, mais on va regarder aussi votre prévisionnel économique et potentiel levée de fonds, enfin tous les arguments qui montrent que vous avez les capacités pour mener ce projet sur plusieurs années et donc de bien pouvoir exploiter ces financements publics. Sur le processus de sélection, avant de conclure et de vous laisser la parole, globalement, c'est un processus en plusieurs étapes. Il y a une première étape de prise de contact avec BPI France pour comprendre déjà cet appel à projet. L'objectif de ce webinaire, c'est justement de passer outre parfois ces étapes de premières questions. L'idée, c'est de tout de même contacter BPI France si vous avez déjà une présentation de projet qui est prête pour pouvoir la faire relire à un de nos experts sectoriels et avoir un premier avis pour voir si vous êtes vraiment dans les clous de cet appel à projet. Lorsque cette phase de montage est réalisée, parce que le projet est mature et prêt à être déposé, vous le déposez sur la plateforme extranet de BPI France. Ce dépôt se fait via une présentation PowerPoint. Vous la déposez. Ensuite, vous êtes potentiellement convié à une audition de présélection.
Donc, cette audition, elle se fait devant le comité interministériel de cet appel à projet, c'est-à-dire qui réunit tous les ministères qui vont prendre la décision au sujet de votre projet. Donc, c'est une audition qui a lieu à distance et c'est cette audition qui vous permet de rentrer en instruction approfondie ou non. C'est-à-dire que votre projet, s'il est pertinent, il va rentrer en instruction approfondie. Et là, l'instruction approfondie, comme vous le voyez, c'est le dépôt du dossier complet. On va vous demander des éléments précis sur votre projet, des éléments budgétaires, des éléments financiers, administratifs. On vous laisse un délai pour le faire. Et c'est un travail d'instruction qui est mené par BPI France et qui va permettre d'étudier chaque assiette de dépenses, et étudier, etc., toutes les possibilités. Et à la fin de cette phase d'instruction, on fait une proposition de financement devant le comité de pilotage. Et si le comité de pilotage accepte cette proposition de financement, vous avez une notification de financement qui vous est faite, une contractualisation et cette décision est à la fin validée par le Premier ministre qui signe cette décision de financement. Donc globalement, c'est un processus en plusieurs étapes. Entre le moment où vous déposez et le moment où vous recevez votre décision de financement, il y a un délai en général de 5 à 6 mois. Et voilà. Quelque chose d'important sur le calendrier d'IDEMO, vous avez des dates de relève. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque mois à peu près, vous avez des jours où on va regarder les projets qui sont déposés. Donc, chaque mois, vous avez une possibilité de dépôt. Et suite à cette date de dépôt, il y a des dates d'audition qui ont lieu en général après, on va dire 3 semaines après. Donc là, concernant le calendrier des auditions, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à jour. Il faut pas garder ces dates d'audition en tête parce qu'elles ont vocation à peut-être bouger un petit peu, se reporter d'une semaine. En fait, on a beaucoup de projets et par rapport à l'analyse que demande et le temps que demande l'analyse de ces nombreux projets, les dates d'audition sont potentiellement décalées d'une semaine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va confirmer très bientôt dans le cahier des charges et qui sera officiel. Donc, ne prenez pas en compte juste ces dates d'audition. Elles ne sont pas encore totalement stabilisées. En tout cas, les dates de relève, elles sont bien là et l'appel à projet est ouvert jusqu'au 3 mai 2022. Donc, vous avez jusqu'au 3 mai 2022 pour postuler. Et ensuite, le calendrier des auditions, ce sera en général 3 semaines après chaque date de relève. Voilà globalement pour… je suis allé assez rapidement sur cet appel à projet. Première chose, en tout cas, si vous avez l'intention de postuler, c'est de travailler sur une présentation et cette présentation suit un plan particulier qui est le plan qui fixe tous les critères de sélection de l'IDEMO et ce plan, vous le trouvez dans l'annexe 4 du dossier de candidat, du cahier des charges. Pardon. Donc si vous prenez connaissance du cahier des charges, vous trouverez toutes les infos sur cette trame. En tout cas, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à votre disposition à l'adresse IDEMO, BPI France. Ma collègue Julie Baudet ainsi que moi-même, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas, j'en ai terminé pour cette présentation et je vous laisse donc maintenant la parole. Merci de votre attention. Super, merci beaucoup Antoine. On a déjà quelques questions, donc n'hésitez pas à continuer à alimenter la partie questions. Ouais. Mais je vais te les faire passer. En fait, je vais essayer de les regrouper un petit peu. Peut-être déjà sur la dimension financière. On a des questions concernant des limites budgétaires. Est-ce que la BPI regarde le niveau des fonds propres de la société? Et peut-être toujours dans la même ligne de questions, est-ce que vous considérez dans le financement par rapport au minimis et aux autres aides, par exemple de France Relance? Non, c'est pas compris dans le financement. Ça rentre pas dans le calcul des minimis. Après, on peut avoir un cumul d'aides publiques pour un même projet, mais il ne faut pas que ce cumul intervienne sur la même assiette. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet qui a été financé par le plan de relance. Vous pouvez redéposer ce projet à IDEMO, mais a priori, vous ne pouvez pas avoir une aide cumulée sur la même assiette. Mais de toute façon, le plan de relance, il a des objectifs très précis, c'est plutôt de l'investissement, alors que IDEMO, c'est plutôt de la R&D, on va dire. Donc, le plan de relance et IDEMO ne visent pas les mêmes objectifs, donc a priori, on ne peut pas avoir les mêmes projets. En tout cas, une entreprise peut avoir forcément 2 projets, un projet France Relance et un projet IDEMO. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok, et le dispositif finançant de l'innovation, il n'est pas compris dans le calcul du seuil maximum des minimis. Et concernant les fonds propres, du coup? Alors, concernant les fonds propres, effectivement, c'est un point qui est regardé. En général, on dit 1 euro de fonds propres pour 1 euro de subvention. C'est une règle qui existe. Après, on ne regarde pas que ça, on regarde globalement la situation générale de l'entreprise
et sa prévision, on va dire, sa prévision à plusieurs années. Mais en fait, l'idée vraiment, c'est de se dire, est-ce que cette entreprise peut mener son projet sur plusieurs années? Est-ce qu'elle a la capacité financière de le faire? Donc, on va regarder les fonds propres, mais on va aussi regarder s'il y a d'autres projets en parallèle. Si vous avez plusieurs projets en parallèle, forcément, il faut avoir quand même plusieurs arguments pour dire oui, oui, cette situation financière nous permet de mener tous ces projets de front. Mais c'est pas facile, honnêtement, par expérience et par observation, de voir une entreprise mener de front plusieurs projets de manière parallèle euh, qui font l'objet de financement et de soutien public. Parce que forcément, c'est engageant financièrement. Super. Alors, merci beaucoup. Une petite question peut-être sur je pense que les deux questions se rejoignent. C'est le niveau de TRL attendu au départ et à la sortie du projet. Et comment on fait pour distinguer un projet qui serait plutôt tagué recherche industrielle d'un projet qui serait plutôt identifié comme développement expérimental? Alors, le niveau de TRL, le niveau de TRL qui est affiché au départ, c'est 4,5. En fait, le cahier des charges, si on donne des chiffres, c'est 4,5. Et le niveau affiché, c'est 8,9. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est 8,9. Donc, ça, c'est en termes de. Voilà, de manière très concrète, c'est ça. Et l'autre question, c'était. Pardon. L'autre question, c'est J'ai plus en tête comment l'autre on fait pour question. distinguer une dimension recherche industrielle d'un projet développement expérimental? Alors ça, ce point-là, c'est vraiment encadré par le régime d'aide RDI. Vous trouverez ça, c'est quelque chose que vous trouverez assez facilement, régime d'aide RDI, qui définit toutes les catégories de dépenses et qui définit justement celles qui relèvent de la recherche industrielle et du développement expérimental. C'est quelque chose qui est de toute façon, ce n'est pas à vous lorsqu'on va vous demander un devis précis de votre projet, si vous entrez en présélection, on va vous demander des types de dépenses, vous pourrez les renseigner. Après, c'est vraiment le travail de l'instructeur de bien confirmer que chaque dépense appartienne euh, à telle catégorie, que ce soit RI ou DE. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir le régime RDI que vous trouverez, c'est un texte européen, et il vous détaillera ça. Après, c'est l'instruction approfondie qui vraiment confirme et étudie de manière précise ces points-là. Ok, et du coup, concernant l'impact attendu et la cible marché, il y a plusieurs questions. Comment on fait pour argumenter un dossier IDEMO pour lequel la mise sur le marché est lointaine, sur des marchés très spécifiques, notamment en aéronautique, où il y a pas mal d'étapes à respecter, et justement sur des projets qui seraient à haut risque technologique avec une incertitude en termes d'atteinte du marché. Est-ce que ce type de projets sont quand même compatibles sur du IDEMO ou il y a vraiment un critère de time Non, to mais market qui respecte? en fait, c'est forcément quelque chose de délicat. De toute façon, tout le monde est conscient que c'est difficile de donner des prévisions trop précises et du quantitatif sur des prévisionnels de marché, etc. C'est très compliqué, même en termes d'emploi, etc. Mais l'idée, c'est de dire quand même, est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez des certitudes quant aux acteurs avec lesquels vous allez travailler, quant à vos clients, etc. C'est plus, voilà, montrer que, pas des garanties, mais de montrer qu'il y a vraiment un modèle économique pensé qui offre une certaine fiabilité. Mais effectivement, c'est compliqué de donner des précisions. L'idée, c'est vraiment d'avoir quand même en tête un modèle précis et d'avoir voilà, des certitudes si vous avez déjà des partenaires. Mais on ne va pas demander des choses impossibles d'un point de vue quantitatif enfin, voilà, sur la création d'emplois, sur les marchés ciblés, parce que effectivement, c'est trop compliqué. Mais d'avoir quand même des potentiels, en tout cas d'afficher ces potentiels-là et de dire si on a cette aide publique-là, euh, on est quasi certain de pouvoir aller là. Montrer en quoi l'aide publique, elle va permettre de faciliter ces accès sur le marché, ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas demander des choses impossibles là-dessus et tout le monde en est conscient, le jury en est bien conscient. Ça marche. Toujours sur la partie financière, désolé, je reviens un peu en arrière. Le budget max des projets, donc ce que tu nous présentais avant, si tu peux revenir sur la slide la planche 3, je pense. C'est Alors, sur les budgets, le budget maximum attendu sur le projet.
Il n'y a pas de budget maximum. Il y a des tailles minimum. C'est 4 millions pour les projets collaboratifs et 2 millions pour les projets individuels, mais il n'y a pas de taille maximum. Donc, ça ne veut pas dire… honnêtement, c'est plus une liberté. Il faut voir ça comme une liberté en disant il n'y a pas de plafond. C'est pour dire qu'il peut vraiment y avoir tout type de projet. Ce n'est pas la taille qui compte, vraiment, c'est la qualité du projet. Ça marche. Est-ce que j'ai une question très spécifique et du coup on peut la faire en même temps que les autres questions. Est-ce que tu peux remonter sur la slide des prérequis? Et pour répondre à la suite de la question, oui, la présentation vous sera envoyée avec un lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Donc il y a un enregistrement vidéo qui est fait en même temps. Et donc vous pourrez reprendre le replay et diffuser le replay à vos collègues pour reprendre les éléments de la présentation. Les prérequis, ce serait donc ça? Oui, peut-être la slide 7. Ah, la slide 7, pardon. Ça, c'est les critères de sélection, ouais. Donc là, les grands critères de sélection, comme je le disais, on a l'innovation, l'impact économique. Il y avait une question derrière ça? Non, juste présenter la slide et savoir s'ils auraient la présentation à disposition. Ok. Il y a une question, il y a plusieurs questions concernant le calendrier. La première, c'est sur les dates de relève qui sont en bas de page de la slide 8. Est-ce qu'elles concernent le dossier complet ou la présentation? C'est une bonne question. Alors, les dates de relève concernent uniquement la présentation. L'idée, c'est d'avoir un pré-dépôt. Vous travaillez sur une présentation en amont. Vous la travaillez en respectant bien ce plan qu'on évoquait, ce plan type d'audition. Et vous travaillez sur une présentation PowerPoint. C'est la seule chose qu'on vous demande pour le dépôt. Ensuite, si vous êtes présélectionné, après l'audition, là, on vous demande sur le dossier complet. On vous demande un dossier complet. Donc, honnêtement, pour le premier dépôt, il n'y a pas énormément de contenu. C'est une présentation d'une trentaine de slides qui doit respecter un plan d'audition parce que vous allez potentiellement la présenter. Donc, voilà, le dépôt, pour le dépôt complet, vous avez plus de temps. Vous avez à peu près 2 mois pour fournir votre dossier complet. Et est-ce que vous avez déjà du recul sur un taux de sélection entre la présélection par audition et la décision de financement, enfin, la proposition de financement? Combien il y a de temps? Non, pas au niveau du temps, mais un taux de réussite de sélection entre les dossiers qui ont un go sur de la Honnêtement, c'est très présélection. compliqué d'en afficher parce que c'est compliqué parce que autant sur le PSPC, on pouvait dégager des taux de sélection, autant là sur IDEMO, on a des volumes qui ont augmenté énormément. Donc ça n'a pas vraiment de valeur à l'heure actuelle parce qu'on a beaucoup de projets, des projets qui ne correspondent pas forcément à l'appel à projet IDEMO qui postulent, et qui ne sont pas forcément qui ne correspondent pas aux critères IDEMO, mais qui postulent quand même parce qu'on a ouvert la possibilité à des porteurs individuels de postuler, mais c'est pas forcément le bon guichet, ils postulent quand même. Du coup, ça biaise un peu et je pense qu'on ne peut pas vraiment aujourd'hui dégager de taux de sélection. C'est encore trop tôt pour le faire. Et du coup, toujours sur le Mais honnêtement, il n'y calendrier, a pas de taux de sélection affiché, ni voulu. En tout cas, il n'y a pas d'objectif visé. C'est vraiment la qualité du projet, encore une fois, qui va le permettre d'être présélectionné. Il n'y a pas de quota. et concernant les relèves et les enveloppes budgétaires que vous avez, c'est de toute façon, vous avez une enveloppe budgétaire sur la totalité de la durée de l'appel à projet, vous avez des enveloppes sur chaque cut-off? Non, c'est sur la totalité de l'appel à projet. Et Après, peut-être voilà, dernière j'imagine que si l'enveloppe est consommée, l'appel à projet est clôturé, il sera potentiellement renouvelé. Mais en tout cas, à partir du moment où vous déposez, il n'y a pas de, si vous déposez en mai, il n'y aura pas de discrimination par rapport à votre montant, par rapport à quelqu'un qui postule en août. À partir du moment où vous déposez, c'est que l'appel à projet est ouvert, c'est que l'enveloppe est disponible et voilà, les calculs ne se font pas en fonction de l'argent qui reste, on va dire. Et du coup, une dernière question sur ce calendrier. Est-ce qu'il y a une durée spécifique entre l'audition de présélection et le dépôt du dossier complet? Et est-ce qu'il est possible d'avoir connaissance des éléments demandés dans le dossier complet?
Alors, le dossier complet, il est transmis par l'instructeur qui vous prend en charge. Donc, c'est uniquement, il vous est transmis uniquement si vous êtes présélectionné. Après, il faut avoir en tête que le dossier complet, donc entre l'audition et le moment où vous avez votre notification de présélection, il y a, on va dire, 10 à 15 jours, quelque chose comme ça. Et c'est l'instructeur qui vous transmettra ce dossier complet. Mais il faut avoir en tête que ce dossier complet, c'est surtout un détail budgétaire de votre projet, donc un détail des dépenses. Et après, c'est des éléments administratifs et financiers. Donc administratifs qui concernent voilà, tous les points qui sont nécessaires pour postuler une aide publique, donc de l'administratif, et du financier dans le sens où, ce qu'on venait de se dire, vérification de la situation financière de l'entreprise, de son prévisionnel, etc. Donc, c'est surtout, on va dire, si vous voulez préparer en amont, c'est travailler sur le devis précis de votre projet. Il n'est pas possible de l'obtenir avant l'entrée en instruction. Parfait, je pense que c'est très clair. Il y a encore d'autres questions pour la partie budgétaire et après il y a des questions sur la partie dimension H2020 et après il y aura quelques questions sur l'organisation advisory board, labellisation. Concernant la partie budgétaire, il y a des questions sur la dimension subvention avance remboursable. Comment c'est réparti? Quelles sont les modalités de remboursement de l'avance remboursable? Sur quels critères ça se base pour le remboursement? Et est-ce que c'est commun à tous les partenaires d'un même consortium? Alors non, l'avance, alors comme je vous le disais, la répartition, c'est minimum 60% de subvention, ça peut aller jusqu'à 75% de subvention. Et encore une fois, c'est défini en fonction des dépenses de votre projet. Concernant l'avance récupérable, c'est aussi défini en fonction des risques commerciaux du projet, c'est-à-dire les capacités, on va dire, de commercialisation de votre projet et de son succès. C'est ça qui va définir le fait que vous allez avoir de l'avance récupérable ou non. Après, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans votre contrat, les modalités de versement. Je n'ai pas toutes les précisions là-dessus sur quelles sont les modalités précises, mais c'est quelque chose qui est très encadré sur voilà, un échéancier qui se fait en fonction de l'avancement de votre projet et du potentiel qu'implique votre projet qui ensuite induit un retour à l'État. Donc, c'est quelque chose qui a quand même vocation à être avantageux parce qu'il y a davantage de subventions que d'avances récupérables, mais l'avance récupérable, elle est encadrée par un contrat avec des modalités assez avantageuses aussi. Mais je n'ai pas le détail exact de quelles sont les modalités précises d'avance récupérable et c'est vraiment au cas par cas en fonction de chaque partenaire pour vous répondre. Oui, j'imagine que la BPI conventionne avec chaque partenaire individuellement. Il n'y a pas une convention commune à l'ensemble du consortium. Exactement. Si jamais on répond partiellement à vos questions, n'hésitez pas à reposer via le chat ou via la zone de questions. Vos questions, je les enlève au fur et à mesure qu'on y répond parce qu'il y en a un certain nombre. Mais si ça manquait de clarté, n'hésitez pas à renvoyer une demande de précision. Il y a aussi des questions, Antoine, sur la partie IDEMO Europe, justement pour savoir comment fonctionne le financement en parallèle d'un financement IDEMO, d'un financement européen et principalement sur un financement Horizon Europe où, alors on parle de H2020, je ne sais pas si c'est pour un projet qui aurait déjà démarré. Mais en gros, est-ce que tu peux détailler un petit peu le mécanisme de cofinancement qu'il peut y avoir sur IDEMO Europe? Alors, du coup, sur IDEMO Europe, comme je disais, c'est le financement. On est sur un consortium européen qui obtient un financement ou qui postule à un appel à projet européen et il vient postuler à IDEMO pour avoir un gain sur la partie française de ce consortium. Donc, on va dire, on a déjà un financement européen, on veut un financement français sur la partie française et si vous avez obtenu votre financement européen dans les 6 derniers mois, vous pouvez postuler à IDEMO Europe. On va dire que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un processus de sélection parallèle, c'est-à-dire que vous postulez à Horizon 2020 et en même temps vous postulez à IDEMO Europe. Comme ça, il y a un processus qui se fait en parallèle, mais vous avez jusqu'à dans les 6 derniers mois avant le dépôt de votre dépôt IDEMO Europe.
C'est-à-dire que si vous avez postulé l'an dernier à un appel à projet européen, vous ne pouvez pas postuler aujourd'hui à un appel à projet IDEMO Europe. Donc la règle, c'est avoir un consortium européen, inscrire votre dépôt de projet IDEMO Europe sur la partie française de ce consortium et, on va dire, si possible, une concomitance, en tout cas un timing concomitant dans les deux dépôts. Et ça Jusqu'à permet 6 mois, on va dire, de marge. Et ça permet de financer d'autres typologies de dépenses que ce qui est financé par le guichet européen, ou ça vient en plus, parce Alors, que souvent oui. sur les parties, en tout cas Horizon Europe, les taux de financement sont assez élevés. Ça peut être la même assiette et d'avoir un complément, donc en maximisant les taux d'aide. Après, ça peut être des assiettes différentes. C'est une possibilité si vous avez des assiettes différentes, mais l'idée, si vous avez déjà un financement, c'est de cumuler sur la même assiette, de cumuler le financement européen avec un financement français. Et donc là, ça vous permet quand même, c'est quand même très avantageux. Ça marche. Alors, je sais pas, oui, est-ce que le projet peut-il être initié avant d'avoir le feu vert pour un financement IDEMO? Sinon, quel est le délai de lancement du projet? C'est-à-dire, quelle est la date d'éligibilité des dépenses, je pense? Quelle est la date de Alors, démarrage d'éligibilité des dépenses? la date de l'éligibilité des dépenses, je l'ai écrit sur une des slides là, je ne l'ai pas mentionné, c'est lorsque vous avez tous les éléments de votre dossier complet. Lorsque votre dossier complet est finalisé, vous avez rendu toutes les informations, vous recevez une notification de votre instructeur qui dit votre dossier est complet, les dépenses sont éligibles. On va dire que c'est le Et ça, lendemain de cette notification. et ça peut être avant la proposition de financement, la complétude du dossier, ou ça arrive Oui, après? oui, oui, ça peut être avant oui, oui, tout à fait. Mais Si on... tant que vous n'avez pas votre dossier complet, Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. tant que vous n'avez pas votre dossier complet, tant que vous n'avez pas votre dossier complet, les dépenses ne sont pas éligibles. Elles deviennent éligibles le jour ou le lendemain du dossier complet. Ok, juste pour revenir, parce qu'il y a une demande de précision sur la partie IDEMO Europe. On me demande si ça concerne uniquement le programme 4, c'est-à-dire H20, Horizon 2020, Horizon Europe, ou alors est-ce que ça concerne les autres dispositifs de financement tels que les Interreg ou les programmes LIFE, par exemple? Alors, je peux vous en citer plusieurs qui sont concernés. Un instant. Ça ne concerne pas tous les appels à projets, mais ça peut concerner certains programmes cadres, enfin le cadre de certains programmes comme EuroHPC, Key Digital Technologies, Smart Networks and Services. Voilà, on a parmi ceux-là des programmes. En tout cas, si vous avez un consortium européen, enfin voilà, l'idée, c'est certains programmes qui sont dans la même cible que IDEMO, mais au niveau européen. Ok. Après, il y a des questions plus sur la procédure. Euh, en termes d'organisation de projet, en tout cas, est-ce qu'il est possible d'avoir un advisory board externe au projet? J'imagine que oui. On peut toujours proposer une structure de management de projet avec un advisory board externe. C'est dans la gestion de projet classique habituellement. Je ne sais pas si on t'a perdu, Antoine, ou pas. On ne t'entend plus, Antoine, ou je ne sais pas si vous m'entendez encore. On t'entend très bien. Monsieur Roux, je pense que vous pouvez couper votre caméra. Il y a peut-être un problème de bande passante de votre côté. En attendant que Antoine Roux revienne, il y a des questions qui concernent peut-être aussi le pôle de compétitivité Aerospace Valley. La première, c'est concernant la présentation préalable avec un correspondant de la BPI. Comment prendre contact avec ce correspondant? Donc, Antoine a présenté, et vous aurez les planches, les contacts à la BPI. Vous pouvez aussi nous contacter au niveau du pôle pour un premier échange et justement qualifier et voir si vous êtes bien dans les attentes de la BPI. Donc, a priori, on reste votre point d'entrée privilégié avant
avant le dépôt. Donc, on a bien perdu Antoine. Je pense qu'il va essayer de se reconnecter. Donc, ça, c'était pour les questions. Si vous avez d'autres questions là-dessus, n'hésitez pas. Concernant le processus de labellisation, vu que la labellisation peut avoir un impact sur l'aide demandée, il faut que ça vienne, à mon Désolé, sens. je suis désolé, Okay. ça a coupé. Laurent, je suis désolé. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, tu as récupéré. Couper ma caméra parce que j'ai peur qu'il y ait quelques. On n'a plus ta présentation, mais du coup, je vais partager ce que j'ai moi de mon Ouais, côté. je l'ai coupé, j'ai peur que ça réduise un peu la bande passante. Oui, non, Je mais suis il n'y a pas de désolé. problème. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que par rapport à l'advisory board, pour moi, il n'y a pas de problématique particulière pour, Ouais, tout à fait. pour avoir un advisory board qui. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Non, on voit le fond d'écran là, on voit pas la présentation. Ok, bon, de toute façon, je vais continuer sur les questions parce qu'on avait fini la présentation. Mais là, en gros, sur l'advisory board, je me suis permis de répondre pour toi, Antoine, mais il n'y a pas de problème a priori pour rajouter un advisory board dans un projet sur de la gestion de projet classique. Je m'arrête si je dis une bêtise. Et sur le contact préalable avec la BPI, donc ce que je disais, c'est que tu as présenté les deux contacts principaux et l'alias de la BPI sur le programme IDEMO, et que le pôle Aerospace Valley se tenait aussi à la disposition des membres pour un premier échange, la qualification du projet et le cadrage par rapport aux attentes sur le dispositif BPI. Et j'en arrivais à la question sur la labellisation. À quel moment la labellisation intervient? La labellisation, elle va intervenir avant la décision de financement de la BPI, puisque la labellisation peut avoir un impact sur le taux de financement. Donc, à mon avis, Antoine, il faut qu'elle intervienne entre l'audition et le dépôt du dossier complet. Le pôle de compétitivité, Oui, c'est lui, bien ça. le comité de labellisation du pôle va se prononcer sur la base du dossier et d'une audition. Donc, ça pourra prendre la même forme que l'audition que vous avez eue avec la BPI et peut-être quelques précisions, notamment en termes de marché et d'impact pour la filière. Et donc, il faudra que ça intervienne vraiment avant la soumission du dossier complet à la BPI, sachant que je pense que la BPI peut attendre de recevoir la labellisation avant d'instruire complètement le dossier et prendre connaissance du dossier technique en parallèle du comité de Alors, labellisation. c'est pas nécessaire pour l'entrée en instruction du projet, mais c'est bien sûr à ce moment-là que ça va de toute façon apporter des bonus, ouais. Enfin, des points, enfin on va dire des éléments positifs au projet, oui, tout à fait. Du coup, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Il reste une question sur la durée indicative de minimum de 3 ans sur les projets. Ouais. Est-ce qu'un projet Est-ce plus que c'est court est souple? envisageable? Je pense que tout est envisageable. C'est des critères qui sont inscrits, mais c'est des critères, j'imagine, qu'on peut toujours discuter. Ça, c'est vraiment à présenter. C'est le comité de pilotage qui pourra se prononcer et arbitrer ça. J'imagine qu'il y a une souplesse qui existe, mais cette souplesse, elle est, voilà, si c'est 3 ans minimum, il ne faut pas que ce soit, à mon avis, 2 ans. Il faut que ce soit aux alentours de 3 ans, je dirais. Ok, ben je Mais c'est pense toujours qu'on à, arrive. toujours à discuter. Ça marche. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions et on approche aussi de la date de fin du webinaire. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations. Donc je rappelle, on va vous envoyer. Ah, il y a une dernière question derrière. Est-ce que le pôle accompagne dès le montage de la présentation initiale? Oui, on accompagne dès la genèse du projet, notamment pour faire le premier exercice de qualification du projet par rapport aux attentes de la BPI. Et après dans les interactions avec la BPI également. Donc l'idéal pour éviter de submerger aussi les services de la BPI, parce que vous voyez que c'est un dispositif qui est très intéressant, qui
conduit à beaucoup de questions et il y aura très probablement beaucoup de dépôts. Donc, il y a vraiment cet exercice de qualification qui est important et qui permet aussi au service de la BPI de ne recevoir que les projets qui seront préqualifiés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, moi principalement, sinon sur Nouvelle-Aquitaine, vous avez aussi Anne Kéroué. Lorsqu'on va vous envoyer les éléments du webinaire, donc les présentations d'Antoine, le replay, on vous enverra nos coordonnées pour que vous puissiez nous contacter rapidement. Antoine, si tu veux rajouter un mot? Non, je n'ai pas de mot particulier. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et encore merci pour l'organisation de ce webinaire. Désolé de ne pas avoir terminé avec une bonne connexion, mais merci beaucoup en tout cas pour cette organisation. Merci à toi, on a eu l'essentiel de ta présentation et puis après on t'a récupéré, donc c'est parfait, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous et puis à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.